Cette maladie a été décrite pour la première fois en 1987 par Marshall, d'où son nom initial, syndrome de Marshall. Plus tardivement, en 1989, un acronyme a été proposé, donc FAPA, pour Periodic Fever, Aphthosis, Pharyngitis, Adenitis en anglais, qui réunit donc tous les critères cliniques de la maladie pour la fièvre périodique, les aphtes, la pharyngite et l'adénite. Il s'agit d'une maladie auto-inflammatoire bénigne qui, comme toute pathologie auto-inflammatoire, est une dérégulation du système immunitaire inné, dont l'origine est actuellement mal comprise et inconnue. Cette maladie se traduit par des excès de fièvre dépassant souvent 39 voire 40 degrés. Le premier jour de la fièvre peut être accompagné de frissons et de mauvaise tolérance, mais la suite est en général faite de fièvre tout à fait bien tolérée, qui dure en moyenne de 3 à 6 jours, et qui ont une caractéristique et une spécificité dans le FAPA syndrome, et c'est qu'elles sont très périodiques, donc se réitérant de façon permanente à intervalles très réguliers, en moyenne toutes les 3 à 6 semaines, ce qui permet de les distinguer d'autres pathologies, surtout d'autres pathologies auto-inflammatoires, notamment des fièvres récurrentes dites héréditaires. Entre les épisodes, les patients vont parfaitement bien et le développement, notamment en pédiatrie chez les enfants, doit être normal dans un FAPA syndrome, normal sur le plan statural et pondéral et dans les acquisitions psychomotrices. Durant ces accès de fièvre, les signes cliniques sont surtout situés autour de la sphère oropharyngée, donc ORL. Les principaux signes sont des pharyngites ou des angines, prenant des aspects cliniques très différents. Il est tout à fait important de rappeler que dans ce cadre-là, la recherche d'une bactérie par le streptotest est très importante. Il doit, dans le FAPA syndrome, être négatif, ce qui évite la mise sous antibiotiques, parfois de façon trop fréquente et systématique. À côté de ces pharyngites et angines, il existe des inflammations des ganglions cervicaux, donc des adénites cervicales, qui sont souvent augmentées de volume, douloureuses, donc inflammatoires, et peuvent se voir parfois à l'œil nu. Un petit peu plus rarement, dans 40% des cas, surviennent des aftes. Ils peuvent être présents durant la fièvre ou décalés dans le temps. En général, ce sont des petits aftes qui peuvent parfois passer inaperçus. S'associe à cela des douleurs abdominales, des douleurs dans les membres, et notamment les membres inférieurs, qu'on appelle arthromyalgie. Il n'y a pas d'inflammation articulaire dans cette maladie, et des maux de tête ou céphalées. C'est important de rappeler que le FAPA syndrome s'inscrit dans des critères diagnostiques cliniques, essentiellement. Lors des épisodes de fièvre, on retrouve une élévation des marqueurs inflammatoires, notamment de la C-réactive protéine. Cette inflammation biologique n'est absolument pas spécifique du FAPA syndrome. La démarche diagnostique médicale se doit avant tout d'écarter une maladie infectieuse, entre autres pour éviter de prescrire des traitements antibiotiques complètement inutiles dans cette maladie. Il est important aussi d'écarter d'autres maladies immunologiques ou inflammatoires plus sévères. En résumé, les examens complémentaires concernant ces diagnostics dits différentiels vont être normaux. Il est important de conclure en disant que le diagnostic de FAPA syndrome est un diagnostic avant tout clinique et il n'y a pas d'examen complémentaire permettant de poser un diagnostic de certitude. Lors de sa première description, on considérait que le FAPA syndrome était une maladie rare. Il n'en est rien.
c'est très probablement l'affection auto-inflammatoire la plus courante chez les enfants, notamment en France. Il faut savoir qu'en Europe, les taux d'incidence sont de 2 à 3 pour 10 000. Il s'agit donc d'une pathologie très fréquente, parfois sous-diagnostiquée car mise sur le compte d'infections ORL à répétition. Cette maladie est rapportée sur tout le globe et toutes les populations et affecte essentiellement des enfants. 90% des cas, ce syndrome débute avant l'âge de 5 ans. Son évolution est normalement favorable entre l'âge de 5 et 10 ans. Les débuts sont plus rarement objectivés avant l'âge de 1 an. Il faut savoir que les adultes peuvent être touchés par ce syndrome aussi. Cela est beaucoup plus rare. L'explication et l'origine du PFAPA ne sont pour l'instant pas claires. Il s'agit très probablement d'une réponse immunologique adaptative et innée anormale et inadaptée, voire excessive chez des enfants en bas âge. Secondaire à probablement des facteurs infectieux initiaux, déclencheurs, notamment viraux, possiblement des facteurs environnementaux que l'on ne connaît pas, sur un terrain probablement prédisposé avec des facteurs génétiques que l'on retrouve très souvent, ce qui n'en fait pas une maladie génétique pour autant. À la différence d'autres maladies auto-inflammatoires, il est important de dire qu'il n'y a pas de diagnostic génétique possible. Le traitement du PFAPA syndrome est un traitement symptomatique. Les objectifs sont de limiter et prévenir les accès de fièvre afin de préserver la qualité de vie des patients. Un certain nombre de médicaments sont à notre disposition et leur utilisation va dépendre de la fréquence et de l'intensité des crises ainsi que du vécu du patient et de son entourage. On a à notre disposition des médicaments pour baisser la fièvre et en premier lieu le paracétamol qui est bien entendu utile. Pas toujours très efficace, mais peut suffire dans ces situations simples. L'ibuprofène peut avoir un intérêt, savoir que c'est un anti-inflammatoire et que celui-ci ne peut être envisagé qu'après un contrôle médical. Le traitement de référence du PFAPA syndrome reste la corticothérapie qui s'utilise à dose unique le premier jour de la fièvre. L'efficacité est en général extrêmement rapide. Il faut savoir qu'elle ne prévient pas la récurrence et que les fièvres reviendront de façon périodique. Malheureusement, parfois, cette corticothérapie peut raccourcir l'intervalle des fièvres dans 25 à 40% des cas. Utilisée à dose unique, il n'y a pas d'effet indésirable de la corticothérapie. L'objectif du traitement est d'attendre et d'améliorer surtout la qualité de vie des patients en attendant l'évolution spontanément favorable du PFAPA syndrome. Dans des situations plus complexes, plus sévères, il faut savoir que d'autres approches médicamenteuses sont possibles. Leur efficacité réelle reste néanmoins approuvée et qu'ils ne peuvent être prescrits que dans un cadre spécialisé. En deuxième lieu, la chirurgie et l'ablation des amygdales, parfois associée à l'ablation des végétations, peut être tout à fait efficace. Il faut savoir que son effet sur l'arrêt des crises peut n'être que transitoire, que cela reste un geste chirurgical. Il n'est pas évidemment dans le PFAPA syndrome systématique. En cas d'amygdale très volumineuse, obstructive, gênant le sommeil, avec un retentissement sur l'état général du patient, cette option chirurgicale est tout à fait licite. La confirmation du diagnostic se fait en général avec un médecin spécialiste habitué à cette pathologie en consultation. Il peut arriver néanmoins que les patients, à l'occasion d'une fièvre, pour laquelle le diagnostic n'a pas encore été fait, puissent passer par un service d'urgence ou être hospitalisés afin d'écarter une infection bactérienne notamment. Une fois le diagnostic envisagé, voire confirmé,
important de réévaluer le cadre diagnostique si des examens complémentaires sont envisagés et d'évaluer l'efficacité du traitement, notamment de la corticothérapie qui aurait pu être proposée pour le traitement de la crise. Le Fabry syndrome est une maladie bénigne dont l'évolution est spontanément favorable avant l'âge de 10 ans. Il convient donc de s'assurer de cette bonne évolution à moyen et long terme. L'impact sur la vie quotidienne est en général faible pour la majorité des situations, mais variable selon l'intensité et la fréquence des crises. On peut néanmoins observer une dégradation de la qualité de vie avec des absentéismes scolaires, voire professionnels pour les patients adultes ou les parents d'enfants atteints. Cet absentéisme peut avoir comme conséquence une désinsertion scolaire ou sociale, et parfois un objectif, quelques troubles dépressifs, et tous ces éléments doivent être évalués et recherchés.